Bon, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook de Auto Coaching en direct. Et puis bienvenue évidemment à ceux qui vont regarder cette vidéo en différé. Alors ce soir, je suis particulièrement heureux d'accueillir trois grandes figures du développement personnel, des neurosciences, de la spiritualité ici au Québec. Alors pour notre micro libre de ce soir sur le thème de la science et de la spiritualité, j'ai le plaisir d'accueillir France Gauthier. France Gauthier qui est auteure, conférencière, formatrice dans le domaine de l'éveil, de la conscience, ancienne chroniqueuse télé aussi. Puis France, bah, si j'ai oublié quelque chose, tu le rajouteras évidemment. J'accueille également Mario Beauregard, docteur en neurosciences, qui est aussi auteur de nombreux ouvrages justement qui mettent en lien la science et la spiritualité, formateur, conférencier, et Jean-Charles Chabot, hypnologue, auteur, conférencier et président de l'Institut international d'hypnose spirituelle. Pas encore auteur, par exemple. Ah, oh, bon, ce n'est qu'une question de temps, C'est probablement. ça. Alors, bienvenue à vous trois. Merci beaucoup de consacrer du temps à partager vos réflexions, vos pensées, vos savoirs au sujet de ce thème vaste, science et spiritualité. Quand on s'est parlé il y a quelques jours pour préparer un petit peu, vous m'avez dit bah, ça pourrait être un micro-libre de 4 heures. On va essayer de rester dans le cadre d'une heure. C'est un peu notre format. Alors, un vaste thème, science et spiritualité. J'ai envie simplement de vous lancer une première question aujourd'hui. Comment vous voyez justement le lien aujourd'hui entre la science et la spiritualité? Souvent, on les a vus opposés dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, comment vous voyez ça? Qui veut Moi, je peux commencer pour lancer les gars tout de suite après parce que dans le fond, c'est eux autres les spécialistes de la science. Et moi, j'ai plus mis mon accent sur la spiritualité, bien que j'ai une formation scientifique jusqu'à l'université. Mais je trouve la période actuelle extrêmement faste et intéressante parce que justement, la métaphysique est en train de rencontrer la physique. C'est-à-dire que la spiritualité, qu'on a appelée la métaphysique, est en train de rencontrer tout ce qui est scientifique à travers, entre autres, la physique quantique. Et là, Mario va pouvoir aller beaucoup plus loin que moi là-dedans. Mais je m'y suis beaucoup intéressée parce que j'ai fait une série là-dessus avec une chercheure et professeure de sciences et auteure qui s'appelle Nancy Moreau, qui s'appelait justement Quand la physique rencontre la métaphysique. Et on s'est beaucoup amusé à voir à quel point, dans le fond, les plus grandes inventions, entre autres, sont arrivées à travers des scientifiques inspirés, intuitifs, qui avaient l'inspiration dans leurs rêves ou dans des formes pensées en songe. Et on a essayé d'expliquer à travers cette série-là comment est-ce que justement la physique quantique peut expliquer peut-être une partie de tout ça. Fait que je trouve ça intéressant que ça s'ouvre sur autre chose et on est de moins en moins vu comme des extraterrestres quand on parle de tout ça. En effet, Mario, je pense que c'est la meilleure personne pour nous parler de ces Oui. liens. Moi, je contribue là, à ce domaine-là. Puis quand j'ai commencé mes études dans le domaine des neurosciences, c'était encore tabou. Parce que j'ai commencé au milieu des années 80 à faire la recherche en neurosciences. Puis on pouvait même pas parler de conscience, par exemple, encore moins de spiritualité, d'expérience spirituelle. Il fallait attendre une dizaine d'années. Puis le premier centre d'études sur la conscience, où on avait de l'ouverture aussi par rapport aux expériences spirituelles, c'était en 1995 à l'Université d'Arizona. Ah oui, hein? Donc, ça a commencé. On était rendus au 21e siècle, finalement. Mais, donc, ça fait une vingtaine d'années. Mais là, on peut maintenant aller dans des congrès et parler de ces thèmes-là sans risquer d'être attaqué comme on l'était à l'époque, parce que même on pouvait l'être littéralement. Je me suis déjà fait agresser pour avoir parlé de ces... Physiquement, parce que ça touchait des corps sensibles. On est vraiment dans une période, comme France disait, il y a un grand changement, pas simplement au sein de la population, mais aussi au niveau académique. Donc maintenant, il y a des centres de recherche spécialisés au niveau de la spiritualité, conscience. Il y en a dans différentes universités un peu partout à travers le monde.
Mais entre autres, en expérimentant sur des grands méditants pour comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Ouais. Toi, tu le fais, Mario. Mais ce serait peut-être le fun que tu expliques aux gens qui nous écoutent l'espèce de changement, la transition dans laquelle on est présentement, parce que tout est écrit avec des collègues, un manifeste pour nous sortir de l'ère matérialiste. Et expliquer que jusqu'à maintenant, la science pensait, entre autres, que la conscience était sécrétée par le cerveau, comme la bile est sécrétée par le foie, là. Exactement. Mais oui, ça, c'était comme le dogme central des neurosciences, mais ça provenait de... C'est une longue histoire. Dans le fond, il faut remonter au début de la science moderne, il y a comme 4 siècles. Les pères de la science moderne, comme Galilée, Descartes, Newton et compagnie, c'était tous des êtres profondément religieux, spirituels aussi, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais il y a eu un concile au Vatican, puis on a fait comprendre aux scientifiques qui œuvraient là, dans la nouvelle science que l'Église s'occuperait de tout ce qui concernait le domaine spirituel, l'invisible. On laissait ça aux philosophes et aux théologiens, surtout de l'Église catholique, et que les scientifiques, eux, ils devraient se concentrer sur le monde matériel, physique. Aujourd'hui, on parle de monde physique. Donc, ça a fait qu'au bout de quelques générations, les scientifiques, au 19e siècle, par exemple, les scientifiques plus jeunes d'autres générations ont oublié que les pères de la science moderne, c'était tous des gens spirituels. Mm-hmm. Puis ça a fait que c'était comme entendu finalement que la science, c'était l'étude des processus matériels, physiques. Donc, ça n'a pas aidé aussi, ça, parce que les scientifiques qui ont eu peur, on les menaçait, dans le fond, d'une certaine façon. Et là, ben, donc, au bout de quelques siècles, la science est devenue matérialiste purement. Mais c'est vers ça on avait guidé les scientifiques. Et sauf qu'au 20e siècle, on a commencé à... Il y a eu différentes études dans toutes sortes de domaines, les expériences de mort clinique, ce qu'on appelait des phénomènes parapsychologiques, ou psy, comme la télépathie, toutes ces choses-là. Ça ne cadrait pas avec le paradigme matérialiste dominant. Et ce qui a fait qu'au 21e siècle, ben moi, j'ai participé à un mouvement qu'on a appelé post-matérialisme. On a écrit un manifeste. Donc, il y avait des scientifiques très connus, mais c'était tous des hérétiques, des moutons noirs, si on veut, mais qui proposaient une vision nouvelle. Et là, ben, ça a été publié en 2014, ça a été traduit dans plein de langues, un peu partout. Et là, on voit les termes maintenant, on a rapatrié ça dans différents domaines. On voit que ça commence à avoir un impact plus grand maintenant. Ouais. Absolument. Ben, puis toi, Jean-Charles, avec l'hypnose spirituelle, ça aussi, c'est complètement un nouveau domaine, là? Oui, ben moi, tu sais, par rapport à la spiritualité, la science, ben, je suis d'accord avec toi, France, quand tu disais, tu sais, effectivement, tu sais, au niveau de la science, puis même, je pense, Mario, tu en as parlé, physique quantique, c'est comme si on rejoint ce que les mystiques découvraient avant, c'est comme si on sont capables de trouver du sens à ça. Fait que je trouve ça intéressant. C'est comme si on voit qu'il y a plus que juste des croyances comme ça, qu'il y a quelque chose en arrière qui s'entrecoupe. Mais moi, ce qui me fascine, puis ce qui me questionne, c'est où la science est rendue aujourd'hui pour, dans les expériences, dans la recherche qui ont été faites, pour supporter l'existence d'un monde spirituel. Fait que toi, Mario, puis je pense que tu es peut-être mieux placé. Qu'est-ce que tu verrais justement là-dessus des niveaux-là? Ben, quand on a présenté l'idée d'une science post-matérialiste, ça ne veut pas dire ce que c'est exactement, mais c'est juste pour noter la transition, le point de jonction au niveau historique. Mais c'est vrai, Jean-Charles, finalement, ce dont on parle, puis ce qu'on a découvert, ça valide au fond tout ce qui était dit, mais dans les grandes traditions spirituelles, mais depuis même pas quelques siècles, depuis des millénaires, en fait. Exactement. Donc, il y a comme un rapprochement. Ça, c'est avec la spiritualité, pas avec la religion en tant que telle, les institutions, mais les différentes données. Ben, il y a eu d'abord il y a eu les expériences de mort clinique.
parce que ça, c'est le premier qui a parlé de ça, c'était le docteur Moody au milieu des années 70, Raymond Moody, un Américain. La vie après la vie a été un grand, grand succès. Moi, je l'ai interviewé dans les années 2000. Oui. Toi, tu l'as côtoyé. Oui. Ça a été vraiment oui. une espèce de crack dans notre cerveau qui a fait comme « Ah oui, ça se peut, ça. » là. Ouais, je l'ai lu quand j'avais 12 ans, Moody, déjà, pour te dire. Elisabeth Kubler aussi. Mais lui, ce n'était pas nécessairement un chercheur en tant que tel, c'est un médecin psychiatre, mais sauf que ça a donné lieu des années plus tard à des études qui ont été faites de façon scientifique. Puis il y en a eu de plus en plus. Puis là, on comprenait dès le début que ça pouvait remettre en question le vieux dogme matérialiste des neurosciences. Sauf qu'il y a une situation en particulier qui a amené un changement important. C'est l'arrêt cardiaque. Parce qu'au moment de l'arrêt cardiaque, on arrête de respirer. C'est ça qu'on appelle une mort clinique. Et si on enregistre l'activité électrique du cerveau, on va noter que l'activité devient plat au bout de 10 à 15 secondes à peu près. C'est ça qu'on considère comme étant une mort clinique. Or, on a trouvé des centaines de cas dans certaines études d'individus qui, en étant morts cliniquement, avaient une impression d'être à l'extérieur de leur corps physique et pouvaient stocker l'information, archiver des choses en mémoire, étaient capables de perception, de conscience. Et donc, ils pouvaient rapporter, par exemple, ce qui se passait au moment si c'était le cas d'une intervention chirurgicale, ce que le chirurgien disait ou il échangeait avec les infirmières, etc. Les outils de la chirurgie. Okay. Mais dans d'autres protocoles, dans d'autres études, c'était d'identifier des cibles qui avaient été placées, par exemple, dans des hôpitaux, des séries de chiffres ou des symboles géométriques, etc. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça, on parle de quand l'individu nous rapporte des informations qui sont véridiques. Là, on parle de perception véridique. Donc, ça a comme ébranlé les colonnes du temple parce qu'on ne pouvait pas l'expliquer. Mais il n'y a pas grand-chose que... Il n'y a pas grand-chose que la science peut expliquer encore, mais surtout à cause des protocoles, si je comprends bien, parce que quand tu fais une expérience en science, il faut que tu sois capable de prévoir le résultat, le prochain résultat dans des conditions similaires. Puis c'est impossible à faire avec la télépathie, impossible à faire avec les prémonitions ou tout ce qui est rêve prémonitoire, même s'il y a des milliers d'études qui ont été faites en laboratoire. Moi, j'ai interviewé des dizaines et des dizaines de scientifiques dans les années 2000 pour comprendre tout ça. Moi-même, je fais des rêves prémonitoires extrêmement précis que personne ne peut m'enlever. Je veux dire, tu peux me dire que ça n'existe pas. Ça se passera pas avec moi parce que je le vis. Et je le vis aussi pour l'inspiration, l'intuition, les prémonitions, les visions, name it. Ça s'est tout développé à travers des techniques que j'ai faites, dont l'écriture inspirée. Et moi, je rencontre des gens qui sont de plus en plus sensitifs comme ça et ça devient une norme qui, avant, était vue comme de la sorcellerie, là. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que le sixième sens, ce qu'on appelle le sixième sens, c'est finalement un sens tout à fait normal. Ce n'est pas extrasensoriel, mais intrasensoriel. Et c'est quelque chose dont tous les êtres humains sont capables quand ils se branchent à cette partie-là. Et moi, je l'enseigne, d'ailleurs, en fin de semaine, je l'enseigne encore à travers l'écriture inspirée, puis un autre atelier qui s'appelle Visionnaire. Mais tout ça pour dire que c'est tellement courant maintenant que là, la bascule est vraiment amorcée, qu'on va s'en retourner vers ça. Puis je pense que les travaux de Jean-Charles font aussi une différence là, à travers l'hypnose spirituelle. On est capable d'aller comprendre un paquet d'affaires dans l'entre-deux-vies, les vies passées. Vas-y donc, Jean-Charles, un peu. Oui. Oui, écoute, juste avant d'aborder l'hypnose spirituelle, parce qu'effectivement, pour moi, c'est mon champ d'expertise, je voulais juste faire un petit peu du pouce sur ce que tu as mentionné tantôt, Mario. Quand on parle des perceptions véridiques, pour moi, ça, c'est comme le truc comme la preuve la plus avancée qu'on a à tout le moins que la conscience existe à l'extérieur du corps. Puis si on est d'accord avec ça, que la mort, que la conscience survive après la mort, on n'est pas très loin. Parce que si on a des personnes qui rapportent que la conscience, c'est comme un des cas qui est très populaire, que tu connais aussi, Mario, la personne qui était à l'hôpital, je pense que elle avait, je ne sais pas si une crise cardiaque, puis
puis elle était montée dans l'hôpital, puis elle avait une chaussure bleue dans une fenêtre. Oui. Non, rouge. Chaussure rouge? OK, une Oui, chaussure rouge. oui. À Seattle. À Seattle, oui, c'est ça, Oui, c'est oui. une femme. Oui. Puis c'est ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais elle était montée justement dans l'hôpital, puis était dans une pièce qui était vraiment, tu sais, je pense que c'était même pas une pièce utilisée, qu'il y avait une chaussure rouge dans la Oui. fenêtre. Tu es capable de la décrire, la position de la chaussure, le lacet qui est sur la chaussure de telle façon. Et là, elle rapporte ça parce qu'elle elle était cliniquement morte pendant ce temps-là. Hein? Oui. Oui. Puis là, ben, elle revient à la vie. Puis après ça, ben, elle raconte ça à l'infirmière. Puis là, bon, c'est des hallucinations, madame. Mais là, la femme, elle va voir. Finalement, elle Oui. trouve la chaussure avec le lacet placé de la façon qui était placée. Fait que tu dis, la personne, là, c'était pas une vision floue qu'elle a eue. Là. Sa conscience, elle était là. Tu ne peux pas expliquer ça autrement. Ouais. Fait que si sa conscience était là, puis qu'elle n'était pas dans le corps à ce moment-là, tu sais, quand on dit ça, Jean-Charles, pensons juste au rêve prémonitoire. Un rêve prémonitoire, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la conscience voyage dans l'espace-temps pour te ramener une information qui ne s'est pas encore passée ou qui s'est passée, mais dont tu n'as pas été témoin. Ouais. Et moi, c'est tellement précis, mes rêves prémonitoires, là, ça se passe dans les détails près. Là. Je vais savoir, mettons, 24 heures d'avance que je perds ma job, puis je comprends exactement ce qui s'est passé, puis c'est que la chicane qu'il y a eu, mettons, entre les deux parties, puis je vois tout ça, puis je le sais que j'ai plus de job. Puis là, j'appelle la productrice, puis effectivement, j'ai plus de job. Ça fait que j'ai assisté à la réunion dans un rêve prémonitoire alors que j'étais pas là. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça que tu décris, Mario, dans ton livre là, sur les pouvoirs de la conscience, justement, avec tout un recueil d'études qui ont été faites, parce qu'il y a eu des études scientifiques quand même. Elles étaient parfois un petit peu réduites, mais, ou pas beaucoup publicisées en tout cas. Mais il y a déjà existé des études. Moi, la question que je me pose, c'est comment, justement, à partir du moment où on a tellement d'expériences et de témoignages sur l'existence d'une conscience non localisée dans le cerveau, comment est-ce que la science, aujourd'hui, pourrait étudier, je dirais, de manière plus large ce phénomène-là? Pour en apporter scientifique, c'est parce que c'est ça qui est difficile. Les expériences sont tellement subjectives et inattendues que c'est difficile de les documenter vraiment. Ben oui, mais c'est parce que là, il y a comme une... vous savez, au début des années 60, il y avait un historien de la science, un philosophe des sciences aussi, qui s'appelait Thomas Kuhn. En 62, il a écrit un petit livre révolutionnaire qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques ». Donc, c'est ce monsieur-là qui a proposé le concept de paradigme. Un paradigme, c'est une structure théorique, une grande théorie, qui peut s'appliquer à toutes sortes de domaines, pas juste au niveau scientifique, ça peut être l'économie, en politique, en écologie, dans tous les domaines. Social. Et c'est cette structure théorique-là qui guide les travaux qui sont faits, les hypothèses qui sont permises. C'est comme, c'est un système, c'est une idéologie, en fait. C'est comme un système de croyance. Ce sont des postulats, en fait. Oui, mais qui est accepté qui fait un consensus. Donc, pendant longtemps, c'était le grand paradigme, au fond, la grande métathéorie qui chapeautait tout, c'était le matérialisme. Ce qui veut dire que quand il y avait des gens qui rapportaient des phénomènes dont on parle, c'était considéré à l'intérieur du paradigme dominant comme des anomalies. On appelle ça des anomalies. C'est anormal, dépendamment du type de lunettes que tu portes. C'est ça. Mais pendant longtemps, c'était anormal. Jusqu'à tout récemment, c'était considéré totalement anormal. Mais c'est une question de lunettes, de perspective. On peut parler de la physique. Il y a un siècle, il y a eu une grande révolution en physique. Donc, pendant des siècles, les gens développaient la physique classique, où là, on dit qu'on étudie les objets dans un espace-temps, 3 dimensions dans l'espace, plus une temporelle, mais bon. Il y a des physiciens qui, avec le développement de la technologie au début du 20e siècle, fin du 19e, ils ont mis en évidence des phénomènes qui ne pouvaient pas s'expliquer à l'aide de la physique classique, de la vieille physique. Et là, il y a des gens très brillants, visionnaires, les pères de la physique quantique, qui ont proposé une nouvelle approche.
Puis ça a pris, au tout début, il n'était pas accepté. Il y a eu une lutte de pouvoir au niveau de la physique. Ça a pris 30 ans avant que ça finisse par s'établir, puis que la majorité des physiciens se rallient. Mm-hmm. Et là, ben, on assistait à la naissance de ce qu'on appelle la physique moderne aujourd'hui, la nouvelle physique quantique. Donc, pendant que les anomalies s'accumulent, ben là, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des scientifiques qui ont des tendances plus conservatrices, qui vont vouloir défendre l'ancien paradigme. C'est un peu comme dans toutes les sphères d'activité de la société, dépendamment de votre tempérament, puis comment vos croyances, tout ça. Et il y a une lutte de pouvoir qui s'organise, dans le fond. C'est comme au niveau culturel, quand il y a puis on le voit présentement à travers le monde, il y a des courants complètement divergents qui s'affrontent là, de plus en plus. On le voit avec, d'un côté, des globalistes, puis du transhumanisme, puis de l'autre côté, vous avez un courant spirituel qui devient de plus en plus fort, mais c'est complètement aux antipodes. Qui va l'emporter, on va savoir d'ici quelques décennies, évidemment, avec le temps. Bien, en espérant qu'ils vont juste se rapprocher puis trouver une voie du milieu. Mais moi, j'aimerais ça t'entendre sur quelque chose d'intéressant parce que moi, je vais être la vulgarisatrice là-dedans. Là. La physique quantique, c'est vraiment pas facile à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. Mais si on veut le simplifier dans mon petit cerveau à moi, là, c'est la physique quantique, c'est quand la lumière interagit avec la matière. Et ça fait donc, on peut voyager dans le temps, par exemple, sans qu'il y ait de temps. C'est-à-dire qu'il y a zéro distance dans le temps entre le message puis l'arrivée la captation du message. Et j'ai interviewé un scientifique, moi, brésilien dans les années 2000 qui faisait, puis j'aimerais ça t'entendre, Mario, là-dessus parce que ça a sans doute évolué. Il faisait, lui, des recherches sur la glande pinéale qui prétendait être la glande des médiums, qui était capable, parce qu'il y a des cristaux d'apatite dans la glande pinéale, qui était capable de capter l'information quantique comme justement entre la lumière et la matière pour pouvoir capter des messages. Et je trouve ça très intéressant. J'ai jamais eu de nouvelles par la suite. Je ne sais pas si ça a donné quelque chose, tout ça, mais où est-ce qu'on en est d'après toi par rapport à la compréhension justement des messages qu'on peut capter, comme les médiums qui sont rentrés dans les laboratoires du Dr. Gary Schwartz puis qui ont été étudiés, là? Oui, bien, c'est ça. C'est en rapport avec ce que je disais précédemment. On est comme dans une période de transition. Donc là, il y a un certain nombre de scientifiques qui s'opposent à la vieille vision, mais il y a un nombre plus grand encore de scientifiques qui continuent de souscrire à l'ancienne vision matérialiste. Ça, c'est pour des raisons politiques. C'est parce qu'il faut comprendre que la science, c'est une activité humaine et que si vous avez le malheur de vous opposer au dogme dominant, en tout cas, à mon époque, quand j'ai commencé, c'était encore plus vrai, c'était dangereux pour votre carrière. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Puis tu n'as pas de financement. Donc, ça évolue lentement, mais ce qui va arriver probablement, c'est que la science s'ajuste toujours par rapport. Très souvent, les gens de la société devancent les scientifiques qui sont conservateurs. Donc, ce qui va arriver, c'est que maintenant, avec les télécommunications, tous les réseaux sociaux, toutes les informations au sujet de tous les phénomènes dont on parle, ça circule, c'est partout. Il y a de plus en plus de classes, on peut apprendre plein de choses, les techniques, comme tu disais, celles que tu appliques toi-même, France, Jean-Charles. Ce qui fait que ça est en train de pénétrer au niveau de la culture de manière globale, de plus en plus. Et ça, c'est probablement ça qui va permettre de faire la bascule au niveau scientifique, encore plus que des scientifiques un peu hérétiques, récalcitrants, qui essayent ça vient de... Il y a plusieurs aspects là, dans ça, parce que c'est une question qui est complexe. Là. Mais Jean-Charles, je voulais te poser la question, là, parce que moi, j'en ai fait plein de séances d'hypnose où est-ce que j'ai basculé dans des vies antérieures, puis j'ai réussi à guérir des choses. Ça aussi, c'est un nouveau champ d'études qui est de plus en plus en expansion, là? Ben oui, écoute, c'est quelque chose qui a été développé aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon depuis un bon bout. Puis maintenant, ben, c'est encore plus fréquent. Puis ce que je trouve cool de ça, parce que tu sais, on parlait tantôt que ces types d'expériences-là deviennent de plus en plus populaires. Je pense que tu sais, il y a certains auteurs qui parlent de ce phénomène d'éthérisation de la planète. C'est comme le taux vibratoire augmente.
Par le passé, des expériences spirituelles, c'était plus les chamans qui avaient ça. Maintenant, c'est plus monsieur, madame, tout le monde qui en ont. Puis c'est pour ça qu'en hypnose spirituelle, ce qui est intéressant, c'est que la personne, justement, c'est elle qui vit l'expérience, c'est elle qui va chercher l'information. Puis je pense que la société, graduellement, les médiums, ça va être plus de nous, on devient nos médiums, on vient chercher nos propres capacités, on va les développer pour aller chercher nous-mêmes l'information. Je pense que plus qu'on va évoluer, ça va aller vers ça parce qu'on a plus la facilité qu'auparavant. Fait que je pense que c'est intéressant comme façon justement de stimuler des expériences spirituelles, cette forme d'hypnose-là. Il y a d'autres techniques, il y a des voyages chamaniques, il y a plein de façons de faire, mais je trouve ça intéressant justement qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant même, que ce soit de plus en plus facilement accessible et que ça se développe. C'est ça qui est cool, c'est ça qu'on a découvert. Puis je ne veux pas pitcher notre formation, mais notre nouveau, on a rajouté avec la psychanalyste Isabelle Edline, elle a appliqué nos techniques avec ses patients pendant 3 ans de temps, même un peu plus longtemps que ça. Puis elle a développé avec tous ces patients qui étaient ouverts à la spiritualité, elle leur disait, ça te tente-tu d'essayer ça? Et les gens développaient leur propre médiumnité, la facilité à accéder à l'information, à connecter avec leur guide, à percevoir. C'est logique parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est dans la nature humaine de s'améliorer avec la pratique. Fait que là, ça change complètement tout le processus. Les personnes deviennent plus autonomes. À force, tu leur poses des questions, les autres s'en rappellent. Fait que là, avec une quinzaine de séances, puis plus quand ça continue, les personnes avancent. Ça devient un outil thérapeutique en soi qui, selon moi, ça ne se rappellera peut-être pas hypnose dans le futur, mais cette façon d'accompagner-là en état expansé de conscience qui nous fait sortir du petit moi, si on peut l'appeler comme ça, je pense que ça va devenir de plus en plus populaire, mais ça amène des questions, à savoir comment savoir la qualité d'une expérience spirituelle. Quand on n'est plus dans la mesure scientifique, quelles questions on se pose quand on a des expériences spirituelles? Puis moi, c'est ça qui m'habite beaucoup dans cette... parce que, nous autres, on suit ce qui se passe au niveau de la science, mais ce n'est pas quelque chose qu'on mesure avec l'hypnose, même si on peut mesurer les ondes cérébrales. Ce que j'ai fait dans le temps, là, c'est plus de voir, OK, quand la personne connecte, par exemple, avec un guide ou une conscience supérieure ou un défunt qui reçoit de l'information, comment savoir si c'est dans le juste ou pas? Et quel genre de questions se poser? Fait que c'est pour ça que je suis vraiment curieux. Comment on peut différencier, justement, est-ce que ce n'est pas une création subjective de l'esprit de la personne ou est-ce que elle vit vraiment cette expérience-là? Est-ce qu'il y a vraiment une expansion de conscience? Est-ce que sa conscience quitte vraiment pour aller visiter un espace-temps ou un espace sans temps, comme tu disais, France, là où le temps n'existe pas? Comment savoir si c'est vrai ou si c'est la personne qui s'imagine ça par rapport à son système de croyance? Je me fais l'avocat du diable. Oui, je vais te partager, puis excusez-moi, France, Mario, vous pourrez répondre. Moi, par rapport à ça, il y a un extrait d'un film de Harry Potter, qui est avec puis Dumbledore. Je pense qu'il est dans l'au-delà avec Dumbledore, puis il lui parle. Puis à un moment donné, Harry, il dit « Mais comment je sais que tout ça, c'est pas dans ma tête? » Puis Dumbledore dit « Ben oui, c'est sûr que c'est dans ta tête, dans ton esprit, pas dans ta tête, dans ton esprit. C'est sûr c'est dans ton esprit, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai pour autant. » Dans le sens que, c'est comme si les mystiques qui disent « On n'est pas dans le monde est en nous ». C'est comme si toutes les formes d'expérience, même le rêve, a son propre niveau de réalité, que du point de vue de l'expérience, a sa réalité aussi. Fait qu'il y a une multitude d'expériences qui sont possibles. C'est pour ça que pour moi, la question, parce qu'en hypnose spirituelle, on s'entend on se la fait poser la question suivante, comment savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai? Pour moi, la réponse, la première, à quelque part, c'est la personne dans son cœur, qu'elle le sent, elle le sait. Quand tu vis quelque chose qui a un certain degré de réalité, c'est dur à savoir, à expliquer, mais on le sent. Il y a ça, mais moi, dans un deuxième temps, c'est pas tant est-ce que l'expérience, elle est vraie, c'est en quoi est-ce qu'elle est utile, cette expérience-là. Je préfère y aller de cette... Parce que, si on n'est pas capable de le savoir, ce n'est pas une bonne question à se poser. Si tu sors de là, puis là, tu remets en doute ce que tu as vécu, tu te dis, OK, tu as vécu ça, là-dedans, il y a une raison pour laquelle tu as vécu ça. Qu'est-ce que tu peux en retirer? Comment tu peux apprendre de ça de façon que ça te fasse avancer vers davantage de sagesse? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Oui, je comprends que pour la personne, subjectivement, à partir du moment où c'est thérapeutique pour elle,
peu importe de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Pour elle c'est vrai et ça a été utile pour elle. Mais si je mets les lunettes du scientifique critique, qui va chercher peut-être plus une explication, j'imagine qu'il y a eu quand même déjà des recherches et des études qui tendent à essayer de démontrer justement cette non-localisation de la conscience. Ben oui. On a quand même des faits, là. Excuse-moi, Mario, vas-y. Oui. Non, ben oui, ben c'est les phénomènes qu'on appelle psy, par exemple, là, c'est l'équivalent, si on veut, de la non-localité, mais c'est au niveau humain. C'est à notre niveau, au niveau macroscopique, comme ça existe. Comme ça existe, par exemple, au niveau physique, microphysique, avec les particules on dit qu'elles sont enchevêtrées. On a l'équivalent, par exemple, d'individus qui sont comme interconnectés au niveau de la conscience. Puis finalement, ce qu'on se rend compte, plus on fait l'étude, tout est connecté avec tout. Donc, il y a des interactions non seulement entre les humains, mais possibles entre des humains, des animaux, des humains et des végétaux. Finalement, ça va dans le sens de... ça ressemble au fond à ce que disent les grandes traditions spirituelles, dans le sens où ils postulent l'existence de un tout, finalement, qui englobe tout, puis à l'intérieur duquel ce qui semble être des éléments qui sont séparés sont en réalité tout interconnectés puisqu'ils font partie du même phénomène en réalité. Ça là, c'est tellement expérientiel. Je ne sais pas si la science va jamais pouvoir prouver ça, mais Mario l'a vécu quand il était jeune. Moi, je l'ai vécu dans une expérience de méditation en 2012 où est-ce que j'ai connecté avec ce qu'il vient de décrire là, c'est-à-dire l'espèce de sensation que tout est connecté et tout fait un. Mais j'aimerais ça raconter une anecdote pour que les gens comprennent peut-être, parce que moi, j'en ai fait beaucoup d'hypnose spirituelle à une certaine époque où est-ce que j'étais malade puis je cherchais une voie de sortie. J'avais 33 ans. Puis j'étais dans un burn-out, méga burn-out qui a duré 1 an. Et j'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis j'ai continué par la suite dans cette expérimentation, cette exploration-là. Et à un moment donné, c'était devenu peut-être plus naturel pour moi, mais je me souviens sur une table de Reiki, alors que je n'étais même pas sous hypnose, j'ai changé d'état et j'ai basculé dans un scénario que je ne pouvais pas inventer parce que je n'ai pas cette imagination-là. Et je me suis vue sur une scène en train de chanter comme une diva et je sais que j'étais une Asiatique. C'était pas France Gauthier. J'étais une Asiatique. Je voyais ma toque avec le bâton dans les cheveux et le parterre devant moi, c'était que des Asiatiques. Puis je chantais comme Madame Butterfly. Et il y a quelqu'un qui monte sur la scène et me poignarde devant tout le monde et je finis par mourir au bout de mon sang. Et là, je me suis vue là, frétiller sur la table de Reiki là, pendant à peu près entre 5 et 10 minutes là, de choc post-traumatique d'une certaine façon. Je ne sentais pas la douleur, mais j'avais toutes les émotions. Et je me disais, à quoi ça sert de vivre ça? Je suis retournée chez nous, ça m'a pris 3 jours à m'en remettre tellement j'étais fatiguée puis à la vête. Et à peu près 8-10 mois plus tard, je regarde en arrière et j'ai réalisé que j'avais cessé un pattern très profond que j'avais jusqu'à ce moment-là, qui était l'auto-sabotage. Et j'ai compris que quand j'arrivais au succès, j'étais en danger de mort. Et mon corps se souvenait que dès que j'arrivais au succès, j'étais en danger de mort parce que c'est comme ça que je suis morte dans une autre vie, si on veut. Donc, je me sabotais constamment. Et j'ai réalisé au bout de quelques mois que j'avais arrêté de me saboter, que j'avais transcendé ce pattern-là. Alors, pour répondre à la question de Nicolas, on ne le saura jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais ça m'a permis de me guérir d'un pattern d'auto-sabotage. Et je ne saurai jamais si j'ai vraiment vécu ça, si j'ai eu accès à une mémoire collective ou à l'inconscient collectif dont parle Carl Gustav Jung. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je peux vous dire que je chante encore dans cette vie-ci, par exemple. Mais je comprends que subjectivement, tu sais, pour toi, ça a de l'importance. L'intérêt peut-être de découvrir des explications ou des moyens scientifiques de reproduire l'expérience. Ça veut dire que là, on pourrait comme s'en servir pour aider plus de gens finalement, parce que là, on saurait comment faire ou comment stimuler ces expansions de conscience ou ces états élargis de conscience. Et puis, on met au point des méthodes scientifiques maintenant pour atteindre des états élargis de conscience justement
Oui. Dans le cadre de guérison, qu'elle soit spirituelle ou physique ou psychosomatique ou peu importe, tu vois. Oui, Donc, oui, sauf que... Oh, oui. merci. Ah, ben vas-y, Jean-Charles. En fait, je vais te rediriger Ah, la question, mais en fait, c'est justement pour parler, parce que je t'en avais parlé justement, France, on a oui, parlé de oui. Gary Schwartz tantôt. Pour Oui. moi, le Soul Phone, ce qui est en train de travailler, ça, c'est quelque chose qui peut justement intéresser le point de vue scientifique, si tu veux en parler un petit peu peut-être. Oui. Ben oui, Gary Schwartz, ben, c'est un chercheur dans la psychologie, mais très connu, mais il a été très controversé parce qu'il y a une vingtaine d'années, même il y a 30 ans, il a commencé à étudier il y avait, au 19e siècle, on avait déjà étudié des médiums dans des conditions assez strictes, contrôlées. Il y avait des scientifiques qui faisaient ça, mais ce n'était pas fait dans un contexte universitaire, c'était fait en dehors du milieu académique et tout ça. Schwartz, lui, ben, un siècle après, il a décidé de le faire, mais en utilisant toutes sortes de protections au niveau des protocoles qu'il élaborait. Il utilisait du double aveugle, triple aveugle. C'était vraiment, tout était contrôlé. Et il a montré que les médiums apportaient des informations. Les médiums qui étudiaient, lui particulièrement, en laboratoire, ils pouvaient produire des performances jusqu'à 90 d'authenticité, de véracité. Mm-hmm. En communication, il faut le dire, en communication avec des personnes décédées. Oui, oui. Il était censé aller chercher les informations auprès de personnes décédées. Mais Schwartz, il voulait un moyen qui soit fiable à 100 %. Donc, quelques décennies après, bon, il a publié tous ces travaux-là. C'était controversé à l'époque, mais c'était au début du centre de recherche justement sur la conscience à l'Université d'Arizona. Donc, ben, les gens se demandaient jusqu'à quel point c'est valable et tout ça, mais alors, il voulait une méthode plus absolument fiable à 100 %. Donc, il a travaillé avec des ingénieurs, des physiciens, tout ça. Puis maintenant, ce qu'il fait, c'est ce que Jean-Charles parlait, le soul phone, donc le téléphone de l'âme, si on veut. Ça a pour but de communiquer avec des personnes décédées. Donc, le téléphone, la technologie remplacerait le médium. Puis comment c'est fait? C'est basé sur un système de communication où les entités décédées manipulent des faisceaux de lumière. C'est des photons. Donc, il y a des tubes, on appelle ça des photomultiplicateurs, là, qui détectent les photons. Puis, il y a un code d'établi avec la personne décédée. Donc, oui, c'est quand on fait dévier le faisceau photon de telle façon, non, c'est ainsi de suite. Et ça fait déjà 6-7 ans qu'il accumule des données préliminaires pour essayer de convaincre les gens, mais c'est vraiment très impressionnant ce qu'il réussit à faire. On peut pas expliquer ça facilement. Et la véracité des informations est très grande parce que après, ben, ils font des travaux ils vont vérifier les informations. Il y a comme une équipe de recherche qui s'occupe de ça. Donc, il n'est pas le seul à penser à ça parce que il y a un champ qui s'appelle la communication en anglais, on dit transcommunication, en français. C'est la même chose. Transcommunication instrumentale. C'est comme ça qu'on le dit en français. Ouais. OK. Ben ça existe depuis aussi à peu près un siècle. Tu avais des grands inventeurs à l'époque qui voulaient créer une machine pour contacter les gens décédés. Ils pensaient que c'était possible. Il y avait Edison, Marconi, etc. Mm-hmm. Bon, ça a plus ou moins abouti à leur époque parce que la technologie était moins avancée. Mais dans les années 70, ben là, il y a eu d'autres. Ça a repris. Puis là, il y a des gens qui se sont mis à utiliser des bandes audio et ils posaient des questions. Ils laissaient la bande tourner. Puis après, ils repassaient la bande. Et là, on s'y met à entendre des voix parfois, des bruits, des oui, des non. Et puis, ça s'est développé, ça aussi, ce courant-là. Puis maintenant, il y a des gens qui utilisent toutes les technologies possibles. Il y a des gens qui reçoivent des messages sur des ordinateurs, sur traitement de texte. Il y a des gens qui reçoivent des images sur des écrans, des moniteurs télé ou d'ordinateurs.
etc., etc. Puis il y a beaucoup de scientifiques impliqués, là, des gens qui s'y connaissent vraiment, des ingénieurs, des physiciens dans ces domaines-là. Et il y a beaucoup d'informations qui sont données. C'est vraiment assez stupéfiant. Ça ne marche pas à tout coup, mais ça fonctionne suffisamment pour être très intéressant. Puis ça fonctionne encore plus quand il y a des gens qui participent aux séances. Les gens ont des capacités médiumniques. Oui. C'est ça qui Ça se fait rend beaucoup compte, de sens finalement. ce que tu dis parce que quand je faisais des entrevues à répétition dans les années 2000, j'en ai fait au-delà de 200 quelques, là, les gens que j'interviewais qui avaient eu des communications avec les personnes décédées. Ouais. Souvent, les manifestations passaient par l'électronique Ouais. ou l'électrique, c'est-à-dire ouvre, ferme les lumières, ouvre la télé. Oui. Ce sont des façons que les personnes décédées donnaient des signes à leurs proches. Mais il y a une bonne question dans le chat pour peut-être toi, Jean-Charles, là, de Chantal, qui dit ce serait quoi les avantages pour les professionnels de la médecine traditionnelle de s'ouvrir à la spiritualité puis de l'intégrer dans leur pratique? Les avantages pour professionnels de la médecine traditionnelle. Oui. OK. De s'ouvrir à la spiritualité, de l'intégrer dans leur pratique. Ce serait des guérisons peut-être plus larges, plus profondes? Ben, c'est parce que ça dépend là, de s'ouvrir. C'est parce qu'en fait, là, ça dépend de ces médecines traditionnelles. Pour moi, l'hypnose, c'est clair. Je veux dire, de mon point de vue. Là. C'est pour ça que j'essaie juste d'avoir le point de vue un peu plus large que l'hypnose. Parce que si on s'ouvre à la spiritualité, puis après ça, ça dépend des outils que tu utilises, mais si la spiritualité, en tout cas, bon, je vais parler pour l'hypnose parce que c'est là que je trouve intéressant, d'aller chercher des explications, des compréhensions d'un défi que la personne vit qui n'est pas dans son champ habituel ou même dans son histoire de vie actuelle. Et que quand c'est comme si tu prends de l'altitude puis tu regardes d'en haut, puis là, tu peux voir que il peut y avoir différentes incarnations, différentes situations qui sont en lien avec une problématique. Fait que ça permet juste d'avoir beaucoup de perspective. Et quand on fait de l'hypnose, comme je mentionnais tantôt avec Isabelle, puis qu'on voit les clients plusieurs fois, puis qu'ils voient plusieurs fois différentes vies, puis même les guides, à un moment donné, ils disent, la personne pense qu'elle a terminé, compris quelque chose, puis là, ils montrent, une autre incarnation qui avait un autre aspect de l'apprentissage qui n'avait pas été fait, puis ils sont là, OK. Fait que ça permet d'avoir une vision en altitude, puis donc ça donne des leviers sur lesquels travailler parce que tu as d'autres éléments. Des fois, tu as un symptôme, tu as quelque chose, puis là, tu dis, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que ça peut aider, puis ça redonne du sens, surtout quand on fait le lien avec ce qu'on peut appeler le contrat d'âme, la mission de vie. Si on sait justement que la problématique que la personne vit, ça a été choisi avant l'incarnation. Bon, s'entend-tu que ça change tout dans sa vie? Et ça, pour moi, c'est le genre d'affaire que c'est la personne qui doit l'accéder. Si c'est un médium, c'est quelqu'un de proche qui dit « Ah, tu l'as choisi, ça. » Surtout si c'est quelque chose de difficile, c'est presque pas entendable. Mais quand toi, surtout dans des cas de viol, des choses comme ça, tu ne peux pas dire « Ton âme l'a choisi. » C'est comme si tu as juste... Mais quand la personne accède à cette information-là, puis qu'il y a eu un choix, puis il y avait un apprentissage, puis un lien avec d'autres vies, ça fait un 180 des fois dans ses perceptions, et ça peut laisser aller de la colère, ça peut laisser aller plein d'incompréhensions qui est difficilement accessible autrement que par un champ expansé de conscience. Moi, j'ai vu, entendu et lu des cas de guérison spectaculaires de gens qui avaient eu accès au rôle opposé, c'est-à-dire s'ils étaient victimes dans cette vie-ci d'une certaine violence ou d'abus ou de ceci ou de cela, de s'être vus dans une vie passée ou d'une autre ligne de temps, en tout cas, avoir été l'abuseur. Ça créait des guérisons spontanées et j'ai l'histoire d'un jeune homme comme ça qui était très en colère après son père, puis sa thérapeute était psychologue et par erreur, il a basculé dans une autre ligne de temps parce que c'était pas ça qu'elle voulait faire, mais c'est ça qui s'est passé. Et il a vu à quel point il était le parent violent dans cette incarnation-là.
Et ça lui a permis même d'aller demander pardon à son père et de se guérir complètement. Et ça, c'est des histoires comme ça, puis j'ai des frissons à le compter, j'en ai entendu des centaines. Ce qui fait que ce que tu racontes, Jean-Charles, c'est que ça donne une perspective. C'est comme si on ouvrait nos œillères, puis là, on voyait les angles morts de situations où est-ce qu'on ne comprend pas parce qu'on a juste un point de vue de la perspective. Exactement. Je vais te donner un autre exemple. Moi, ce qui m'a frappé le plus là, dans ma pratique, puis que ceux qui font l'hypnose, qui ont cette expérience-là aussi, quand tu as un client, par exemple, qui a beaucoup de colère envers un parent ou quelqu'un, puis ça peut être décédé ou pas. Puis là, la personne à l'intérieur d'hypnose va connecter avec l'âme de l'autre. Puis là, j'ai un cas en particulier, l'âme de son père, qui avait beaucoup de colère, qu'il n'avait pas aimé, puis qui est vraiment un lien très difficile. Puis là, il arrive, il connecte avec l'âme de son père dans l'amour, puis il était là, ben, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, ben, il accède à l'information que ça a été choisi qu'il soit son père, mais qui faisait sa partie de son groupe d'âmes, mais que ça avait été un choix pour faire tel apprentissage, tel apprentissage, tel apprentissage, et que la personne, par la suite, c'est comme si ça enlève toute la colère, puis il y a une compréhension qui s'installe là. Puis pour moi, imagine, c'est juste un recadrage en spiritualité, un recadrage spirituel. Tu regardes d'une autre lunette, puis tu comprends, puis ça peut libérer des choses, mais des fois très rapidement et sur le long terme. Donc ça, pour moi, c'est... Puis, tu sais, un autre cas rapidement qui est arrivé, très similaire à ce que tu as dit, France, une cliente qui est venue me voir, même pas en hypnose spirituelle. Puis là, pendant l'hypnose, la personne se retrouve dans une vie passée, selon elle, une vie passée. Elle est dans une tranchée, il y a une bombe, ça explose, la douleur à sa jambe, elle se traîne, elle meurt comme ça. Puis là, ben, le fait d'accéder à cette expérience-là, ça a libéré dans sa jambe des tensions. On n'a même pas parlé. Okay? Je ne savais même pas, moi. Mais par la suite, elle est allée voir son ostéopathe. Là, son ostéopathe a dit, ben non, qu'est-ce qui se passe là? C'est rendu mobile. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, j'ai fait une expérience. Des fois, il y a des guérisons comme ça qui se passent. Et pour moi, puis ça, c'est important, pour moi, c'est un bonus. Il ne faut pas rechercher ça. Pour moi, c'est la sagesse que tu vas aller chercher, les compréhensions pour que tu les mettes dans ta vie, puisqu'on est venu sur la Terre pour évoluer. On est venu pour apprendre des choses. Fait que là, c'est comme aller voir connecter avec un sage. Tu vas chercher des informations. À présent, mets-les en action. C'est comme ça. Fait que c'est pour ça, quand il y a des guérisons, des trucs comme ça, c'est un bonus, c'est comme une grâce. Mais il ne faut pas aller chercher la guérison parce qu'il y a souvent des apprentissages en arrière de ça qui sont importants à faire. Je voudrais revenir sur un peu dans le même sens que ce que France disait. Là, la science, ce n'est pas l'autorité ultime. C'est devenu ça parce que ça remplaçait la religion là, au 20e siècle, au 21e siècle, mais en fait, ça a ses limites. Donc oui, toutes les expériences qu'on vit au niveau subjectif. Tantôt, on a pris l'exemple d'une expérience, un arrêt cardiaque, par exemple. Puis il y a une expérience de mort, qu'on dit imminente ou provisoire. Là. La perception véridique, ça, c'est un élément, mais il y a beaucoup plus d'éléments qui sont subjectifs. C'est expérimenté, mais à la première personne. Et ça, ces éléments-là, c'est au-delà de la science. Parce qu'on ne peut pas valider. Par exemple, la personne va rapporter voyager à grande vitesse le long d'un tunnel. Elle voit des personnes, des amis décédés, des personnes de sa famille. Elle rencontre une immense sphère de lumière. Ça, c'est au-delà de ce que la science peut. On ne pourra jamais infirmer ou confirmer tout ça. Ça, c'est un point. Puis deuxièmement, par rapport à la médecine traditionnelle, puis une médecine plus globale, ben, on l'appelle médecine intégrative, puis est apparue dans les années 80, encore à l'Université de l'Arizona, parce qu'il y a un médecin qui s'appelle Andrew Vail qui a proposé ce concept-là. C'est un homme qui était ouvert, il est toujours vivant, mais bon, il n'est plus actif là, maintenant, mais il était très ouvert à la spiritualité, parce que l'Arizona, c'est un contexte un peu particulier à cause de la présence des... il y a encore beaucoup d'Indiens qui sont là, des Navajos, des Zuni. Juste ça, puis on sent que ça... Même ça élève la fréquence. La Terre elle-même, c'est comme chargé, au fond. Puis je pense que... Oui. Puis d'après moi, si le premier centre d'études de la conscience ça a été créé à cet endroit-là, c'est pas par hasard, au fond. C'est parce que c'est à cause de...
l'endroit puis les charger. Mais la médecine intégrative, ben, au lieu d'agir comme la médecine traditionnelle qui est plus matérialiste, parce qu'on parlait du paradigme matérialiste, la médecine intégrative ben, va considérer d'autres facteurs, d'autres éléments. Donc, elle a plusieurs niveaux de perspective, pas juste la perspective mécaniste, matérialiste. C'est quoi nos pensées? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on fait du ressentiment? Est-ce qu'on rumine? Qu'est-ce qui nous est arrivé dans le passé? Est-ce qu'on a vécu des traumas ou nos ancêtres, etc.? L'alimentation, ce qu'on mange, etc. Mais aussi la spiritualité. C'est intégré là-dedans. Et la preuve qu'on fait du chemin maintenant, qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau, c'est que dans toutes les grandes universités majeures aux États-Unis maintenant, puis ailleurs dans le monde aussi, on a des centres de médecine intégrative maintenant qui existent. C'est fantastique. Puis ça répond d'ailleurs à la question d'une autre personne, là, Julie, qui demande, n'y a-t-il pas une nécessaire expérience personnelle transformatrice à vivre avant de démontrer une ouverture envers cet aspect dans une pratique comme la médecine? Ben oui, moi je suis d'accord avec ça, Julie. Puis là, Mario vient de le décrire. Il y a une étape entre les deux et ça s'appelle la médecine intégrative. Oui, oui. En même temps, les médecins aujourd'hui marchent un peu sur des œufs, là, j'imagine quand ils intègrent ça, parce qu'ils sont un peu pris avec les ordres, etc., dans l'ancien paradigme encore. Il est dans l'ancien paradigme parce qu'il est contrôlé. Moi, je ne me gêne pas pour le dire. Là, puis il ne m'aime pas, puis je suis connu pour ça, mais l'industrie pharmaceutique, c'est le paradigme matérialiste, mécaniste. Tu vois, c'est un homme-machine. On pense qu'il y a des symptômes, puis on essaye de boucher les trous, d'essayer de les faire disparaître. Mais c'est une approche qui n'est pas valide, qui est incomplète, parce qu'il y a beaucoup d'autres niveaux, comme je le disais, d'analyse et de perspective qui sont importants, puis qu'on doit considérer. Mais l'industrie pharmaceutique met beaucoup de pression sur les médecins, évidemment, pour qu'ils vendent des pilules, pour qu'ils vendent des vaccins, ou peu importe. Et ça, c'est malsain. Mais je voudrais juste ajouter que ce paradigme-là, là, il date de Descartes. On s'est entendu qu'on est 400 quelques années plus tard puis qu'on pourrait peut-être commencer à penser à quelque chose de nouveau. C'est un petit peu désuet. Ça l'est, mais c'est parce qu'il y a des gros intérêts financiers qui sont en jeu. Clairement. Hey, il y a 2 questions pour toi, Jean-Charles. Ben oui. Où est-ce qu'on peut faire de l'hypnose spirituelle, puis on peut-tu l'apprendre? Oui, ben c'est sûr, ça peut s'apprendre. Je peux mettre, dans le fond, le lien de l'Institut. C'est l'Institut international d'hypnose spirituelle, puis institut-IIHS.com. Je vais le mettre dans les commentaires. Je ne sais pas si ça se rend. Tu vas le mettre dans les commentaires et on va avoir... parce que là, tu l'as mis dans nos commentaires. Ah oui, c'est vrai. Zoom, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir transférer le lien. On va mettre le lien de l'Institut au bas de la vidéo sur Facebook. C'est gentil, merci. Alors oui, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Puis oui, il y a des gens qui ont été formés par Jean-Charles. Moi, j'en ai référé plusieurs. Oui. Non, pour moi, c'est vraiment un champ en développement. On a vu des belles expériences. Là, on a collaboré déjà avec de la formation Jean-Charles entre Coaching Québec et l'Institut d'hypnose spirituelle. Et on a eu des belles expériences au Maroc notamment. Au Maroc, oui. Tout à fait. Il est déjà presque 8h moins 5. Imaginez-vous que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en train de parler. Il y aurait encore plein de choses à dire. Pour les quelques minutes qui nous restent et pour donner peut-être des trucs justement concrets, comme on vient de le faire avec l'adresse du site pour étudier l'hypnose spirituelle, vers quoi est-ce qu'on pourrait orienter les gens qui nous regardent justement pour creuser un petit peu ce sujet de science et spiritualité? Est-ce qu'on aurait des références de sites à leur donner, des lectures à leur suggérer? Mes livres, voilà. Ça c'en est une. Mais des techniques, France, elle a des choses à offrir aussi. Là.
Moi, j'en ai un livre à Mario que je garde comme livre de référence et ça s'appelle Un saut quantique de la conscience. Fait que ça, Oui. je le réfère à tout le monde parce qu'il y a Absolument. une petite bible pour comprendre où est-ce qu'on est rendu. Puis ça évolue vite. Mario, tu vas être obligé d'en écrire d'autres bientôt. Mais moi, ce que je dirais... Je suis sûr qu'il est occupé. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je dis aux gens, vous savez, le changement, il n'arrive pas du haut de la pyramide vers le bas de la pyramide. Il part du bas de la pyramide puis il monte. Alors, plus il va y avoir de gens qui vont avoir une pratique spirituelle hors dogme, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer à l'intérieur, qui vont méditer, qui vont contempler, qui vont vraiment développer leur sens qu'on appelle extrasensoriel, mais que moi, je vais appeler intrasensoriel, les facultés intrasensorielles. Plus ça va devenir naturel et plus ça va être naturel, plus ça va déborder sur la science. Et moi, je vois ça comme ceux qui avancent spirituellement sont ceux qui sont engagés avec eux-mêmes à vraiment avoir une pratique quasi quotidienne. Je dirais quotidienne, mais tu sais, c'est pas une religion, fait que je veux pas rentrer là-dedans non plus. Mais l'idée, c'est que plus on va se développer soi-même de l'intérieur et plus ça va se refléter dans nos sciences et évidemment, après ça, dans le reste de notre société. Donc, ça part de nous. Et je pense que des discussions comme celle de ce soir avec des gens crédibles, avec un gars comme Mario Beauregard qui est quand même docteur en neurosciences, avec Jean-Charles qui est un hypnologue crédible, avec une ancienne journaliste qui a passé pour une extraterrestre pendant quelques années puis qui est rendue totalement mainstream puis tout le monde a envie de faire ce qu'on fait maintenant, bien, ça fait en sorte qu'on l'a démocratisé. Puis moi, le mot médium, je l'ai complètement démocratisé. Là, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Puis c'est l'intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et on fait tout ça par intuition, par inspiration, par perception. Donc, on peut commencer vraiment à décloisonner tout ça puis à se dire, on peut en parler comme si c'était la pluie puis le beau temps puis ne plus se cacher. Et déjà là, ça va changer ça va changer la donne et on va changer de paradigme aussi. Peu étymologiquement, médium, c'est un moyen de communication. Voilà, donc, voilà, c'est un intermédiaire. Exactement, tout à fait. Oui, puis il faut s'éloigner des concepts comme paranormal, surnaturel. Il n'y a rien de surnaturel, tout fait partie du monde naturel. Voilà, il n'y a rien d'extrasensoriel, tout est à l'intérieur. Oui, paranormal, c'était paranormal pour les lunettes du paradigme ancien, matérialiste. Voilà. Mais quand tu es dans un autre paradigme d'inclusivité puis d'unicité. Plus large, oui. Plus large. C'est juste normal. Il n'y a rien. C'est normal, au contraire, c'est même attendu. Donc, de bonnes lectures avec les ouvrages de France et les ouvrages de Mario, là, qu'on vous réfère, la conscience, les pouvoirs de la conscience, du cerveau à Dieu. Moi, un des miens, là, ce serait celui sur l'écriture inspirée. Là. Le guide de l'écriture inspirée, qui est un petit guide qui ferait vraiment la job pour aider les gens à aller trouver un outil pratique pour justement connecter à leur propre sagesse et leur propre connaissance. Oui. Mais moi, je suis surtout dans la formation. Fait que s'il y en a qui veulent aller sur mon site francegauthier.ca, il y en a en fin de semaine là, des formations justement sur Zoom, d'écriture inspirée, puis de connexion à notre outil intérieur. Je l'appelle visionnaire, l'atelier, mais c'est vraiment le corps comme une antenne qui capte l'information et qui peut très, très bien être... On peut devenir le visionnaire de notre vie. C'est ça l'idée. Très inspirant, oui. J'ai partagé rapidement une entrevue, parce qu'on a parlé de Gary Schwartz tantôt. Oui. J'ai partagé une entrevue que j'ai faite et qui parle du soul phone. Il y en a qui sont intéressés, qui parlent vraiment des technologies, tout ça. Ça peut être intéressant. Puis s'il y en a qui veulent, ça c'est un MP3 justement pour entrer en état expansé de conscience. S'il y en a qui veulent pratiquer. Oui, il y a beaucoup d'outils sur vos sites aussi, Jean-Charles, Mario. On va publier au bas de la vidéo vos sites Internet pour que les gens qui nous regardent puissent aller chercher plus d'informations sur la richesse de ce que vous proposez, là, tant au niveau de formation, de conférences, de livres, puis peut-être bientôt pour toi de livres, Jean-Charles, on verra. Je t'ai présenté comme auteur au début. C'était peut-être prémonitoire, qui sait. Il y a le site de Coaching Québec aussi. Vous allez trouver aussi des formations de Mario sur le site de Coaching Québec en neurosciences, formations sur les états élargis de conscience. On a des formations en hypnose aussi. Puis ici, on est dans le cadre de la plateforme Auto-Coaching. Donc, sur le site Auto-Coaching aussi, vous trouvez plein d'outils. Là, il y a 12 ou 13 personnes qu'on appelle des éclaireurs qui mettent à disposition leur savoir dans des domaines
vraiment, vraiment variés, mais qui finalement ont le même but que ce que vous faites tous les trois, de ce qu'on fait ensemble, là, d'amener les gens à être plus conscients justement de comment ils peuvent évoluer dans leur spiritualité aussi, dans leur développement personnel. Je veux vous remercier beaucoup, beaucoup, tous les trois, pour votre présence ce soir. Ça a été un immense plaisir de vous accueillir. Je vous laisse un petit mot de la fin à chacun là, pour la dernière minute qui nous reste. Moi, je vous remercie sincèrement. Jean-Charles, un petit mot pour terminer? Un petit mot pour terminer. Oui. Euh, Pour les gens qui nous écoutent. Pour les gens qui nous écoutent. Bonne question. Tu me prends de court? En fait... Ah oui, je te prends de court. C'est la première fois depuis 1 heure. Non, mais j'essaie de trouver de quoi... Ouais, ou France, ou Mario. Oui, bien, pense-y, Jean-Charles. Ouais, moi, je vais te dire quelque chose. Alors, écoutez, moi, je veux te remercier, Nicolas, d'abord avoir initié cette rencontre-là. Nous autres, on se connaît bien, les deux gars et moi, on a collaboré plusieurs fois ensemble. Et je veux simplement dire aux gens de ne pas se décourager, parce que parfois, quand on est sur un chemin d'ouverture de conscience, on est un peu découragé. Ça ne va pas à la vitesse qu'on voudrait. Mais moi qui suis sur le terrain depuis 20 ans, dans les dernières années, je vois vraiment qu'il y a une courbe exponentielle d'ouverture de conscience et ça, c'est très encourageant, même si on ne le voit pas à la télé quand on ouvre notre télé, là. Mais on le voit de plus en plus dans le monde normal et c'est ça qui est en train, c'est une révolution qui est en train de se passer. Puis moi, j'ai envie de dire aux gens, soyez pas découragés, mais plutôt encouragés, gardez l'espoir, il se passe quelque chose de formidable, puis ça s'en vient. Oui, pour moi, ça va être la plus grande révolution c'est pas juste scientifique, ça dépasse le cadre scientifique, parce que nous, on l'a appelé post-matérialiste au niveau scientifique, mais c'est plus large que ça, puis ça va transformer le monde comme encore beaucoup plus que toutes les fameuses révolutions qu'on a eues dites scientifiques à date. Ça, c'est certain. Ouais. Merci, Mario. Puis moi, ben écoute, j'essaie juste de voir, en fait, c'est pour moi, à quelque part, puis on a parlé un petit peu tantôt, l'idée, c'est d'expérimenter, d'expérimenter, de vivre des expériences. C'est par là que ça passe. Oui, la science, mais pour moi, la science, elle est importante pour nous supporter, mais ce n'est pas elle qui doit nous guider de l'avant. Parce que si on attend que tout soit découvert pour avancer, on ne se rendra pas. Et fait qu'il faut comme y aller de l'avant, mais dire si ça résonne en vous. On parlait de l'hypnose tantôt, ben, avant d'apprendre quelque chose, c'est vivre l'expérience et c'est ça qui nous aide justement à avancer. Puis se rappeler, moi, dans mon quotidien en ce moment, c'est tout le temps, quand on sait qu'après la mort, ben, les expérienceurs de mort imminente, ils rapportent une revue de vie. Puis pour moi, avec l'hypnose spirituelle, j'ai amené tellement de personnes dans des vies antérieures à la fin de leur vie qui ont des regrets, un petit peu comme les infirmières qui ont accompagné plein de personnes et qui disent « My God, tout le monde meurt avec des regrets ». Puis là, ben, c'est comme pour moi, ce qui m'habite, ce que j'ai le goût peut-être de transmettre aux gens, c'est de se rappeler justement qu'il va venir un moment donné. Puis là, ben, de se dire ben, comment que je peux vivre ma vie d'une façon à être fier de moi. Puis quand j'ai des dilemmes, j'ai des décisions, ben, moi, je me ramène, je me dis comment est-ce que j'aimerais me voir vivre ça, quelle décision. Puis parfois, ce n'est pas ça qu'on a le goût de voir. Mais c'est ça qui nous aide, qui m'aide à m'aligner. C'est ça, j'ai le goût de partager un petit peu, de se rappeler ça des fois. C'est ça qui nous montre la voie du cœur à quelque part. On dit qu'on ne regrette que les choses qu'on n'a pas faites. Donc, aller de l'avant avec confiance et puis expérimenter. Faites tout ce que vous pouvez. C'est Paulo Coelho qui disait, moi je trouvais ça super beau, il dit, si tu suis ton cœur, je ne te promets pas que tu vas réussir, je ne te promets pas que tu n'auras pas de souffrance, mais je te promets que tu n'auras pas de regrets. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci à tout le monde qui nous a suivis en direct sur Facebook et merci à tous ceux qui nous regardent en différé. Rendez-vous pour un prochain micro libre sur auto-coaching. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.